Bonjour, alors voici le premier épisode d'Omaha Beach. Eh bien on ne pouvait pas passer à côté puisque nous sommes ici dans la région d'Omaha Beach. Alors je vais essayer de présenter ce sujet en deux opus, sous forme de deux parties. Là c'est l'épisode 1 qui va concerner, disons, la partie description. L'épisode 2 parlera plutôt de l'affectif autour d'Omaha Beach. Alors, Omaha Beach, pourquoi Omaha Beach? Alors, j'aimerais bien savoir, parce que vous voyez, j'habite dans cette région. Je sais qu'on a appelé les plages, je vais y revenir, je vais détailler rapidement. Je sais qu'on a appelé les plages suivant différents noms, Sword, etc., Omaha. Mais ce que je ne sais pas, c'est déjà pourquoi on a appelé ça Omaha. Omaha, vous voyez, c'est stupide, mais souvent, comme le disait Monsieur de Varjac, quand on a un nom, on doit se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Omaha Beach? Voilà. Donc je vais chercher, je vous promets de trouver et de vous dire dans l'opus 2. Omaha Beach, donc, c'est une plage qui fait à peu près 3-4 km de long, qui s'étend de Colville-sur-Mer d'un côté jusqu'à Saint-Laurent, jusqu'à Vierville, donc avec Saint-Laurent au milieu. Et bien sûr, cette plage sont débarqués les soldats en 44, le 6 juin, ça s'invente pas, le matin. Et cette plage fait partie des plages qui ont été choisies pour débarquer. Alors, si je fais un sujet sur ce sujet, c'est parce que c'est quand même important, et j'ai été surpris tout de même de la manière dont les gens connaissaient quand même Omaha Beach. J'allais le dire en anglais, je ne sais pas pourquoi. J'allais dire quand vous êtes dans le monde entier. J'avais même un professeur en 85, un professeur de géologie qui nous disait à l'école normale, quand je suis quelque part dans le monde, parce qu'il voyageait énormément, ça faisait envie, il disait, moi je dis oui, Omaha Beach, c'est l'endroit où j'habite. Et puis, c'est toujours l'endroit où les gens repèrent. Et c'est vrai que même si vous allez chez des Indiens, cultivés bien entendu, un minimum, si vous allez dans le fond de la brousse, c'est pas de leur dire grand-chose, c'est pas contre eux. Si vous allez en Afrique, si vous allez n'importe où, eh bien, vous allez dire Omaha Beach, si ça vous habitez. Et donc, Omaha Beach, c'est pour ça que je fais le sujet. Omaha Beach, c'est une plage. Curieusement, dans l'histoire des habitants de la région, la Seconde Guerre mondiale n'est pas trop mal passée avant le 6 juin. C'est-à-dire que j'ai pas dit qu'il n'y a pas eu des fusillés. À Trévière, on a nos résistants, on a eu des gens torturés, on a eu des gens qui ont été tués pendant la période, mais je veux dire que globalement, comparé aux destructions massives qu'on a eues après, alors mettons aussi un bémol, je n'ai rien contre les Américains particulièrement, parce que je ne reproche pas, il y a eu des polémiques, je ne reproche pas aux Américains d'avoir bombardé, je pense qu'ils ont essayé de sauver leurs soldats, on reparlera de ces problèmes, de villages bombardés alors qu'en fait il y avait qu'une rumeur d'Allemands dans le village, mais ce que je veux dire, c'est que finalement les Américains sont arrivés ici, et avant l'arrivée des Américains, la région avait été plus ou moins préservée. Alors il y avait eu sans doute des décès de gens qui étaient décédés pendant la guerre, ce qu'on appelle la drôle de guerre, après la drôle de guerre en 40, mais globalement, ça s'était plutôt pas trop mal passé. En gros aussi parce qu'on est une région agricole et que les gens pouvaient compter sur essayer de produire de la nourriture plus facilement, la détourner, la manger, la consommer dans les fermes. Et puis le 6 juin, bien sûr, alors je rappelle en gros pourquoi il y a eu Omaha Beach, parce que bien entendu il fallait que les soldats débarquent pour créer un deuxième front, pour affaiblir l'ennemi allemand, même s'il était déjà bien affaibli par les Russes, parce que rappelons qu'il y a une grosse polémique, les Russes ont perdu énormément de monde. Là je trouve qu'on a une sorte de vision monolithique de l'histoire, parce qu'en fait on sait bien que les Russes, je crois, ont perdu presque plus de personnes que les Américains. Mais on célèbre les Américains à loisir, comme des libérateurs, alors que les Russes ont au moins autant contribué, et aussi pendant la Première Guerre mondiale. Donc, déjà, rendre à César ce qui est à César aussi un peu, les Russes ont contribué.
Mais, ce qui s'est passé, c'est que donc les Américains avaient besoin d'ouvrir un second front pour affaiblir, et puis ils avaient besoin physiquement de débarquer sur les territoires, parce qu'on peut pas débarquer, on peut pas finalement libérer un territoire sans y arriver, sans y être. Et puis sans doute, alors là, c'est sans doute de la géopolitique. Je m'avance, mais bon, sans doute que des historiens pourront voir et me critiquer s'il y a lieu. Mais les Américains ont dû débarquer aussi pour marquer leur territoire. C'est-à-dire que si les Américains avaient laissé les Russes aller jusqu'à Brest, je pense que la face du monde aurait peut-être été changée. Donc, il y a sans doute eu des volontés des élites américaines qui ne correspondaient pas nécessairement aux volontés du pauvre GI américain. Alors je respecte en tout lieu, en tout sens, le GI américain qui a débarqué. Je m'inscris totalement dans la démarche du cimetière américain qui a montré dans son cinéma gratuit à l'entrée le dévouement des hommes, parce que en fait ce qui s'était passé, c'est qu'au bout d'un moment, d'après ce qu'on m'a dit, le cimetière américain était devenu une sorte de lieu de promenade où les gens allaient avec des chiens et des shorts, et puis le gouvernement américain s'est dit quand même c'est un peu limite parce qu'on doit du respect à nos soldats, et on a remis les pendules à l'heure, on a construit une sorte d'énorme petit complexe souterrain, très 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 bien fait, avec une partie musée, tout ça gratuit, et une salle. Et on y a montré l'enrôlement de soldats. Alors pour certains diraient que c'est un peu de la propagande, moi j'y vois simplement la transcription de la vie des gens. Maintenant, à côté de ça, je ne cautionne pas forcément, bien entendu, le comportement du gouvernement américain en tant que tel de l'époque, je ne sais pas. Je ne sais pas que je ne le cautionne pas, mais je ne suis pas un américanophile absolu en disant America. Non. Ce que je veux dire simplement, c'est que je me pose des questions, c'est tout, et je ne me prononce pas. Toutefois, on peut rendre hommage aux soldats, au courage de ces petits gars-là, qui, même si certains avaient été un peu fanatisés sous certains aspects, eh bien, se sont fait trouer la peau pour nous libérer, tout de même, quand même. Ces soldats, bravo, merci. Merci. Donc voilà, donc il y a eu besoin d'ouvrir un front. Pourquoi est-ce que ça s'est passé là ? Eh bien tout simplement parce que il fallait respecter, vous avez un C'est pas sorcier qui est très bien fait à ce sujet. Jamy l'explique, il fallait respecter plusieurs critères. Il fallait respecter des critères qui permettaient de débarquer facilement, de débarquer le matériel, parce qu'on peut pas faire un débarquement sur une falaise. Donc il fallait pas de marée, donc il fallait pas de côte trop abrupte, il fallait des ouvertures. Il fallait aussi que ce soit à portée de bateau, c'est-à-dire que l'effet de surprise soit maximal. S'ils avaient fait un débarquement à Bordeaux, il aurait fallu du temps, les avions les auraient repérés, même si la Luftwaffe, oui, je crois que c'est ça, l'air allemand était exsangue, et puis aussi parce que il fallait respecter la distance de soutien des aéroports à l'américain, et quand on a fait le compte, parce qu'on voulait pas débarquer à Calais, débarquer en bout, et alors que Hitler croyait ça, eh bien on a décidé, le choix rationnel s'est porté sur la Normandie. Voilà pourquoi on a débarqué ici. Donc c'est très bien fait par Jamy, vous verrez, il élimine toutes les parties, et à la fin il vient ici. Il fallait aussi pouvoir créer des ports facilement, parce qu'on a créé à cette occasion des ports artificiels qui ont été à Romans chez Saint-Laurent, mais Saint-Laurent n'a pas fonctionné, il a été esquinté. Et je crois que de mémoire, quand j'étais parti me promener avec l'école, c'était le port d'Aromanches a été le premier port du monde pendant, je crois que c'est 9000 tonnes par jour pendant un mois. Pendant un mois, ça a été le premier port du monde. Donc voilà la mise en scène. Moi, demain, je parlerai du côté affectif pour les personnes, comment elles le vivent ici. Je parlerai aussi de mon livre Drôle d'été, puisque j'ai écrit une nouvelle que j'en profite pour distribuer, mais c'est pas le but infernal. Ça fait des années que j'ai cessé de le diffuser, donc. Mais voilà. Et donc cette affaire, eh bien, ça a été le débarquement en Normandie. Donc en Normandie, eh bien, ils ont débarqué le 6 juin au matin. Et les Américains avaient, dans cette histoire, l'idée apparemment d'aller beaucoup plus vite que ça.
Hein. Je pense que je crois que le soir du 6 juin, il y avait pratiquement des estafettes ou des groupes d'élite qui étaient arrivés. Alors je dis peut-être des énormités du côté de Caen, des reconnaissances à quelques kilomètres de Caen, ils avaient foncé avec leur jeep, mais on a mis je sais pas combien de semaines ou de mois à délivrer Caen, qui a brûlé pendant 1 ou 2 mois, parce que ça s'est battu avec acharnement. Hein. Les soldats allemands étaient d'excellents soldats. Et puis aussi parce que il y avait des circonstances particulières, les haies entre autres, hein, dans le bocage de la Manche, où finalement les haies étaient totalement impossibles à finalement libérer. Hein, c'est-à-dire que tous les 50 mètres, 100 mètres, vous aviez ces anciennes haies énormes, hein, ce bocage avec des champs de la taille d'un quart d'hectare, ou je sais pas, tout petit, qui faisait que les Américains pouvaient pas avancer. À un endroit, je crois qu'on est à une perte tous les mètres sur une route. Vous vous rendez compte, une perte d'un homme tous les mètres. Voilà, donc j'ai posé un peu le décor. Moi, ce que je me suis demandé, mais bon, c'est un peu bizarre comme circonstance, et les historiens pourront me répondre, les gens pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait une colonne, finalement? Si ça avait été moi, si j'avais été un spécialiste de la guerre, j'en étais pas un, heureusement, et puis vous savez que je suis pacifiste, mais j'aurais peut-être essayé de dégager une colonne sur Caen, et puis j'aurais isolé le Cotentin, la presqu'île, où ils ont perdu beaucoup de monde. J'aurais laissé les Allemands sans vivre, je les aurais laissés mourir un peu comme des souris, malheureusement qui sont dans un piège, et puis j'aurais continué comme ça. Alors je ne sais pas, vous pourrez peut-être m'expliquer. Quoi qu'il en soit, là j'ai abordé l'aspect proprement physique. Alors Trévières, j'en parlerai demain d'un point de vue proprement physique, proprement descriptif. Trévières, c'est un village qui a été détruit à 75%. Je peux en parler parce que mon grand-père avait une ferme à la sortie de Trévières. C'est ce dont on parle dans Drôle d'été, la petite nouvelle que j'ai écrite. C'est un petit. Oui, et mon père a vécu ça. Mon père a vécu ça, et donc la nouvelle parle de sa vie. Et ça a été quelque chose. Et il faut savoir que Trévières, par exemple, c'est un village martyr. Hein. Moi, quand j'étais jeune, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu voir l'ancien Trévières, je l'ai pas reconnu, parce que même le finage, la position des routes ne correspond pas du tout à ce qu'elle était avant. Si vous regardez d'anciennes photos de Trévières, vous ne reconnaîtrez pas le village, puisqu'il a été détruit à 75%. Alors la ferme de mon grand-père n'a pas été détruite, il y a eu des trous dans les toits, etc., des vaches de mortes, des trous d'obus qu'on a remplis, mais Trévières a été bombardé. Alors bombardé de trois manières. D'une première manière qui a été par les obus de marine, hein. Donc ces énormes canons là qu'on voit dans les films, vous savez, les destroyers, là, je crois que c'est des obus 400, j'en sais rien, moi. On les voit ces obus là autour des monuments aux morts, hein, c'est carrément ce qui sert à entourer souvent les chaînes, à tenir les chaînes. Il a été bombardé aussi, dit-on, par l'aviation qui a tiré sur Trévières, et il a été bombardé aussi par l'artillerie de campagne. C'est ce qu'on dit. Bien sûr, il y a plein de spécialistes qui pourront apporter des éclairages. Je les invite à venir me voir et puis à intervenir, parce que je suis pas un spécialiste. Moi, je l'ai vécu, notre famille l'a vécu. Mon oncle Roger est décédé des suites 40 ans plus tard, quelques années plus tard, de malheureusement cette tragédie. J'expliquerai pourquoi. Et puis voilà, donc voilà un peu, je crois avoir décrit la situation. Demain, je travaillerai plutôt sur la psychologie des habitants, et puis sur demain, l'épisode 2 portera plutôt, dira-t-on, sur la douce chanson d'Oma, hein, plutôt le côté un peu anecdotique, hein, comment je le vois, comment on le vit. Je vous souhaite une bonne journée, surtout n'hésitez pas à commenter, envoyez-moi le maximum de renseignements, réagissez en m'éclairant sur des détails. Hein. J'ai une chaîne vidéo qui est généraliste, donc je n'ai pas passé mon temps à me documenter. Mon espoir, c'est d'avoir un jour des gens qui puissent m'aider pour documenter mes propos. Et donc aidez-nous à compléter cette image, ce petit point, ce petit, comment dirait-on, cette bande-annonce du sujet. Voilà.
Alors, bien s'il vous plaît, commentez, ça nous aide. Hein, YouTube référence par commentaire. Mettez un pouce si vous pensez que c'est pertinent, mes propos sont pertinents. Et puis aidez-nous en vous abonnant, ça coûte rien. Appuyez sur abonner. Et puis ça vous permettra de recevoir des nouvelles de notre chaîne. Et puis ça nous permettra de communiquer. Je vous souhaite une réelle bonne journée. Et je vous retrouve à demain pour le numéro 2 qui s'appellera La petite chanson d'Omaha.